Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nouvel audio consacré à Platon, ou plus précisément à l'ésotérisme de Platon. Donc c'est pour montrer dans cet audio que derrière la philosophie platonicienne se cache tout un enseignement initiatique, métaphysique, donc ésotérique intérieur. Donc Platon n'est pas vraiment un philosophe, il n'a pas inventé spécifiquement de théorie, même lui le dit, il fait que rapporter des traditions anciennes. Donc on connaît Platon par ses fameux dialogues, la majorité de son œuvre est composée de dialogues, et il va reprendre les enseignements de Socrate, son maître, mais aussi de Parménide ou d'Héraclite, de Pythagore également, bien sûr, et en règle générale, on peut dire que les doctrines platoniciennes se placent dans le cadre de l'orphisme, donc qui s'oppose au dionysisme. Donc le dionysisme, c'est tout ce qui va être basé sur un point de vue, on va dire, orgiaque, l'orgia, on appelle ça chez les Grecs, alors que le point de vue orphique va se placer sur la catharsis, la purification. Voilà. Alors je vais vous citer tout d'abord justement René Guénon dans son livre Mélange, un article qui s'appelle Connais-toi toi-même, qui explique donc la différence entre le philosophe, celui qui a l'amour pour la sagesse, et le sophos, le sage, celui qui est parvenu au degré ultime de sagesse et dont Platon faisait partie. Voilà, et donc je vous lis ça, c'est page 50 dans Mélange. Alors, ouvrez les guillemets, le mot philosophie exprime proprement le fait d'aimer Sophia, la sagesse, l'aspiration à celle-ci ou la disposition requise pour l'acquérir. Ce mot a toujours été employé pour qualifier une préparation à cette acquisition de la sagesse, et spécialement les études qui pouvaient aider le philosophos, ou celui qui éprouvait pour elle quelque penchant, à devenir sophos, c'est-à-dire sage. Ainsi, comme le moyen ne saurait être pris pour une fin, l'amour de la sagesse ne saurait constituer la sagesse elle-même. Et du fait que la sagesse est en soi identique à la véritable connaissance intérieure, on peut dire que la connaissance philosophique n'est qu'une connaissance superficielle et extérieure. Elle n'a donc point en elle-même ni par elle-même une valeur propre. Elle constitue seulement un premier degré dans la voie de la connaissance supérieure et véritable qui est la sagesse. Voilà, donc cet audio, c'est donc pour montrer cet aspect intérieur chez Platon. Et donc je vais vous faire une petite liste des enseignements ésotériques qu'on retrouve parsemés un peu partout dans l'œuvre de Platon. Alors tout d'abord, ce qui est important à comprendre dans la doctrine platonicienne, c'est bien sûr que le monde sensible, ce monde, n'est qu'une image mobile de l'éternité immobile, qui est le fameux monde des idées parfaites. Donc, je ne sais pas, par exemple, on peut dire que l'idée être humain est antérieure et est plus parfaite que n'importe quel être humain particulier, comme, je ne sais pas, qui est donc soumise à la corruption, à la génération, puis à la corruption, et qui n'est jamais identique. On pourrait parler aussi de, je ne sais pas, l'idée arbre, et les arbres particuliers qui sont soumis à une naissance, une progression, et à une mort. Donc on retrouve ça bien sûr dans le fameux mythe de la caverne, au livre 7 de la République, où on voit des prisonniers attachés au fin fond d'une caverne et qui regardent sur un mur les projections qu'ils prennent pour la réalité. Et donc ils sont dans l'illusion, ils perçoivent que des échos et des projections d'un feu qui est allumé par des gardes à l'entrée de la caverne, et qui font bouger des statues en bois, en pierre,
et qui parlent et qui font croire donc aux hommes que c'est ça la réalité. Et parmi ces prisonniers, il y en a un qui arrive à s'échapper et à sortir hors de la caverne, donc à élever son âme, hein, bien sûr, c'est une image. Elle se fait par paliers et il voit que la vraie lumière est de l'autre côté de la caverne. Et donc tout ce qu'on voit à l'intérieur de la caverne n'est qu'une illusion passagère, qui n'est pas, donc pour Platon, qui n'est pas réelle, car c'est jamais stable. Et donc on peut dire que le monde à l'intérieur de la caverne, pour Platon, c'est le monde des opinions subjectives, c'est le monde des choses sensibles et de l'existence, alors que hors de la caverne, donc on va dire au-delà de la voûte céleste, c'est le monde de la véritable connaissance, de la véritable science, le monde des formes intelligibles et le monde de l'être avec un grand E. Et pour revenir à ce prisonnier qui s'échappe de la caverne, celui-ci va redescendre également par palier pour s'habituer à l'obscurité, après la lumière, et va essayer de dire aux autres que ce qu'il regarde, ce n'est qu'une illusion, et a priori, celui-ci va être mis à mort. Et donc on retrouve encore une fois les trois mondes, le monde terrestre, le monde imaginal qui sera représenté par les gardes et les statues, qui sont des images certes immatérielles mais quand même manifestées, qui restent une illusion, et le soleil intelligible qui est seul réel, que Platon assimile au beau, au bien, au juste et au vrai. Alors on retrouve exactement la même perspective dans le Phédon, à la fin du Phédon, où Socrate, avant sa mise à mort, décrit la position de l'homme sur Terre à ses disciples. Donc il explique que les hommes sont au fin fond de la mer, comme des vulgaires crustacés dans des trous, rongés par la salure du sel de la mer. Et donc il voit le vrai soleil qui est donc en dehors de la mer, à travers donc l'eau de l'océan qui déforme les images du vrai soleil. Donc ils ont des reflets, des images déformées du soleil intelligible, et il dit que si les hommes pouvaient avoir des ailes, les ailes, les fameuses ailes de l'âme, ils pourraient s'apercevoir que la vraie terre, la terre céleste, est derrière l'océan et derrière l'eau. Alors on a bien sûr aussi le fameux mythe d'Air le Pamphilien. Donc là c'est sur le monde d'outre-tombe, c'est au livre 10 de la République, où on a une description donc du monde d'outre-tombe après la mort, et on retrouve donc, comme dans toutes les traditions indo-européennes, mais pas que, on le retrouve vraiment partout, on retrouve bien sûr les deux voies, la voie des hommes et la voie des dieux. Donc là il y a quatre voies, il y a les voies de l'Hadès, une donc qui descend dans l'Hadès et une qui remonte de l'Hadès vers donc le lieu du jugement, et à partir de ce lieu du jugement, il y a une voie qui monte, on peut dire que c'est la voie des dieux, et une voie qui descend pour les âmes qui s'incarnent donc ici-bas. Donc ça on retrouve vraiment partout, et on retrouve beaucoup d'analogies entre l'enseignement védique, hindouiste et Platon, notamment sur les trois parties de l'âme, qui correspondent également aux trois parties du cosmos. Donc en Inde, c'est on va dire les trois gunas. Donc il y a tamas, donc c'est ce qui nous tire vers la matérialité, l'attachement au sens, et Platon l'appelle l'appétit, ou l'autre, donc c'est le monde de la dissemblance, le monde sensible et donc illusoire. Ensuite on a Raja, c'est la force d'impulsion, c'est le mouvement, c'est l'ego, on va dire passionnel, et pour Platon ça correspond à la colère. Donc c'est une force, on va dire, qui peut être destructrice mais qui est également créatrice, c'est une force intermédiaire. Et enfin, au sommet, donc pour les hindous, c'est sattva, donc c'est la connaissance suprême. Et pour Platon, c'est la raison, le nous.
et c'est pas la raison de Descartes, quoi. C'est vraiment l'intellect supérieur. Alors pour Platon, bien sûr, on l'a vu avec le mythe d'Er, il y a une transmigration de l'âme. L'âme tente tout au long de ses incarnations successives, c'est pas des incarnations terrestres, hein, c'est des changements de forme, d'aller contempler le beau et le juste dans le monde des idées, qui est sa véritable place. C'est là que se trouve sa nature, car l'âme humaine participe du beau et du vrai, et donc va tomber dans le monde des formes illusoires et le monde des corps. Donc d'ailleurs Platon comparait soma, le corps, à sema, la tombe, car donc ici-bas on est emprisonné comme à l'intérieur de la caverne, et c'est grâce aux ailes de l'âme ou à l'attelage divin, le char divin, qu'on arrive à remonter vers la contemplation du beau. Ça aussi, on le retrouve dans quasiment tous les enseignements ésotériques. On a également chez Platon, donc, comme je l'ai dit, l'âme humaine est considérée comme une sphère qui participe au mouvement également des astres, et c'est ce qu'il appelle l'harmonie des sphères. On a également bien sûr la doctrine de l'androgyne primordial dans le banquet, notamment dans le discours d'Aristophane, où il dit que les âmes humaines étaient androgynes, mâles et femelles, et il les considère donc comme des sphères lumineuses parfaites. Et suite à une rébellion, une hubris, donc on retrouve le côté prométhéen ou le péché originel avec la pomme croquée, les dieux décident de séparer en deux parties, une partie mâle et une partie femelle, donc ces âmes androgynes, et l'amour consistera à retrouver justement cette unité perdue, cette unité fissurée et fracturée par la désobéissance des hommes, et donc retrouver la nature originelle de l'homme. Alors on a également beaucoup de cosmologie et de civilisationnel aussi chez Platon. Donc on a par exemple sa république idéale, donc qui est également faite de trois castes comme dans le monde traditionnel, hein, avec les gardiens philosophes, les citoyens guerriers, les paysans et les artisans. On retrouve ces trois castes. On notera d'ailleurs qu'il place à l'extérieur de sa cité idéale les sophistes. C'est totalement d'ailleurs aussi antidémocratique, hein. Il fait une vive critique de la démocratie, Platon. Et ces sophistes, on va les appeler les péripatéticiens, donc ceux qui sont à l'extérieur des enceintes de la cité. Et on retrouve, c'est le mot profane en fait. Profanum, c'est celui qui est à l'extérieur du temple et qui ne voit que la surface des choses, qui ne s'attache que à l'extérieur et pas à l'intérieur. Donc comme je l'ai dit, le but de l'enseignement de Platon, c'est de se ressouvenir de son origine divine, et lui va appeler ça la réminiscence, donc le ressouvenir de l'âme, se souvenir qu'elle est emprisonnée par les sens, par ses opinions et par le changement, la corruption, et l'âme doit se ressouvenir de son origine céleste et de sa participation au beau, au vrai et au juste. On a également le fameux mythe de l'Atlantide, donc qui peut-être parle d'une civilisation qui a réellement existé, mais j'allais dire c'est secondaire. Ce qui est intéressant dans le mythe de l'Atlantide, c'est qu'il montre comment une société devient grande et forte, et comment elle arrive à dégénérer et à se détruire, et le déluge de l'Atlantide, la submersion de l'Atlantide, il faut le comprendre comme les eaux inférieures qui arrivent au sein de la société et la divisent et la détruisent.
Je vais vous citer quelques passages justement de l'Atlantide pour montrer d'ailleurs que cette progression de la civilisation atlantéenne, elle se fait autour d'une tradition et en suivant les préceptes divins et donc une caste de prêtres, et que la division et la chute se fait en coupant donc ce lien traditionnel et en perdant l'esprit pour ne plus voir que des objectifs égoïstes et matérialistes. Et comme je vous le dis, on le retrouve dans toutes les civilisations humaines, donc ça va être vraiment un modèle général, quoi. Alors je vais vous lire ça, c'est dans le Critias, donc c'est Platon qui parle des Atlantes. Tant qu'ils raisonnèrent ainsi et gardèrent leur nature divine, ils virent croître tous les biens dont j'ai parlé. Pendant de nombreuses générations, tant que la nature du Dieu, donc là en l'occurrence c'est Poséidon, tant que la nature du Dieu se fit sentir suffisamment en eux, ils obéirent aux lois et restèrent attachés aux principes divins auxquels ils étaient apparentés. Mais, quand la portion divine qui était en eux s'altéra par son fréquent mélange avec un élément mortel considérable et que le caractère humain prédomina, incapables dès lors de supporter la prospérité, ils se conduisent indécemment, tout infectés qu'ils étaient d'injustes convoitises et de l'orgueil de dominer. Voilà. Donc c'est très clair, c'est par un mélange des castes, un métissage et la perte de l'élément divin pour ne plus voir que l'élément humain qui a causé la chute de l'Atlantide. Et comme je vous le répète, on le retrouve partout dans l'Empire romain ou dans l'Occident médiéval, comme j'en parle souvent dans la loi de régression des castes. À partir de la Renaissance, on a la révolte des guerriers et la coupure du lien transcendant religieux qui va causer la perte de la civilisation. Je vous renvoie d'ailleurs une nouvelle fois à la vidéo que j'ai faite avec Ralph sur les castes et la loi de régression des castes qui parle de ça. Donc voilà, donc on peut dire que Platon utilise une dialectique dans ses dialogues pour amener l'auteur, on peut dire, le lecteur à une dialectique verticale. Donc pour lui, les opinions doivent amener à la vraie science. C'est par la beauté sensible, la contemplation de la beauté sensible qu'on peut arriver à la beauté intelligible et au monde de l'être. Enfin, donc, je rappellerai que Platon a eu une influence énorme, donc que ce soit en Occident sur le néoplatonisme ou sur les pères de l'Église, comme Boès ou Saint-Augustin. On retrouve aussi du platonisme au Moyen-Âge, avec par exemple Saint Bonaventure. Et également en islam. Platon est très respecté dans le soufisme, qu'il soit sunnite ou chiite. Et un grand maître spirituel comme Ibn Arabi était surnommé Ibn Aflatoun, ça veut dire le fils de Platon. Et on retrouve également une grande influence chez les platoniciens de Perse, dont a beaucoup parlé Henri Corbin, comme Sohrarardi par exemple. Et chez les chiites, certains penseurs considèrent même Platon comme un des 144 000 prophètes. Voilà, donc je vais vous laisser ici donc pour vous rappeler qu'il faut regarder Platon non pas comme un philosophe profane, mais vraiment comme un maître spirituel qui a abordé tous les grands thèmes de l'ontologie et de la métaphysique. Et je vous conseille vivement la lecture de Platon, car il donne vraiment des grands principes assez simples à comprendre et à assimiler. Voilà, écoutez, n'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, rajouter des choses si vous avez des précisions à apporter, vous abonner, mettre des pouces bleus, je vous mets le lien du blog et je vous mettrai le lien d'un article qui s'intitule Métaphysique de la caverne, où je rentre plus en détail dans la description du mythe de la caverne et son explication métaphysique.
Et aussi, je vous mettrai le Tipeee, et pour ceux qui veulent soutenir mes travaux. Et je vous signale aussi que j'ai sorti un nouveau livre aux éditions Raphaël de Surtis. Donc c'est sur le site Raphaël de Surtis qu'on peut le commander. Donc qui s'intitule Symbole sur la coupe sacrée, le symbolisme de la coupe sacrée. J'avais fait 3 articles en 3 parties, et donc je les ai repris et augmentés pour faire ce petit livre sur le symbolisme de la coupe sacrée. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission, et bonne continuation à tous.